Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 50. Alors aujourd'hui, on va parler... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, vous dire bonjour aux deux. Salut professeur Fun, salut Pierre. Salut Mathieu, salut Pierre. Salut Mathieu, salut Alan. Alors comme je disais, aujourd'hui on va parler de la deuxième partie de ton dossier sur l'arbre du vivant, Pierre. Oui. C'est une émission enregistrée, comme on l'avait dit dans l'épisode de la semaine passée, donc on va pas pouvoir revenir sur s'il y a eu des éventuels commentaires, là on ne le sait pas encore. Donc voilà, cette émission enregistrée, la troisième partie de ton dossier sera aussi enregistrée. Et je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, professeur Fun, avant qu'il commence son dossier. Non, moi je me réjouis d'écouter la suite. Alors je crois que tu voulais nous parler de l'histoire de la classification du vivant. La semaine passée, tu nous avais parlé de... Alors attends, C'était il y a 5 minutes pourtant, Mathieu. c'est juste au niveau des titres. C'est l'origine du vivant. L'origine du vivant et la définition du vivant. définition du vivant. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de l'histoire de la classification du vivant. À vrai dire, je vais vous parler de l'histoire des classifications du vivant. Parce qu'il y en a eu plusieurs. D'accord. Donc, je commence. Donc, j'espère que maintenant les choses sont plus claires. Maintenant qu'on a vu qu'on a une vue d'ensemble de ce qu'est le vivant. Mais les questions qu'on se pose sur le vivant ne s'arrêtent pas là. Donc, prenons la perspective d'un homme de l'Antiquité, un érudit de son temps, mais qui ignore beaucoup de choses sur la nature du vivant, le dénommé Aristote. Dites bonjour à Aristote. Salut Aristote. Alors, Aristote s'interroge sur le monde qui l'entoure et notamment sur tous les organismes vivants qui lui sont donnés d'observer. Il voit bien qu'il y a des différences entre une vache, un buisson, un poulet, un homme, une salade, une moule, une écrevisse, etc. Une envie folle de classifier tout ce bazar le prend. Mais comment s'y prendre? Donc, la première chose qu'il décide de faire, c'est de classer tous les organismes vivants selon qu'ils soient des plantes ou des animaux. C'est pas idiot. Et ça viendrait à l'esprit de tout le monde de distinguer des trucs qui bougent, qui mangent et qui émettent des sons, d'autres trucs qui sont immobiles et pas très causants. Ouais, ça sonne assez juste, effectivement. C'est un bon point de départ, semblerait-il. Bah ouais, instinctivement, quand on classe, on a tendance à regrouper ensemble des éléments qui partagent des caractéristiques communes. Ouais. À la suite de cette première distinction, Aristote ne s'intéresse pas vraiment aux plantes. Voilà, hein, les plantes, ça bouge pas, ça se mange, et bon, ouais, bref, on s'en fout. Et il se penche plutôt sur la classification des animaux. Pour les classer, il sépare les animaux en deux groupes. Les animaux qui ont du sang et ceux qui n'en ont pas. Donc, au passage, sur le coup, il s'est un peu chié dessus niveau observation, mais il ne faut pas lui en vouloir, il n'y avait pas de Wikipédia à l'époque. Les animaux sanguinolents, il les sépare en 5 groupes. Les animaux à 4 pattes vivipares, les oiseaux, les animaux à 4 pattes ovipares, qui pondent donc des œufs, les cétacés, et enfin les poissons. Ça, c'est les 5 groupes qu'il décide de créer. Notons. Donc, il avait déjà fait une séparation au niveau des cétacés et des poissons. Ouais, ça m'épate. Exactement. Voilà. Donc, il a eu la supraclasse de remarquer la différence entre poisson et baleine. Et ça, c'est fort pour un mec du 4e siècle avant Jésus-Christ, quand même. Très fort. Mais, quand même, à la base, il y avait quand même la distinction entre animal avec sang et animal sans sang. Et pour les animaux anémiques, donc sans sang, il s'est dit que 5 groupes, ça ferait joli aussi, et bien symétrique et tout et tout. Du coup, il les a séparés en céphalopodes, animaux à carapace molle, crabes et autres crustacés, animaux à carapace dure, les huîtres, les moules et les escargots, et genre, tout le reste avec dans le même panier les étoiles de mer, les oursins, les éponges. Tout ce qu'il considérait comme un lien entre le monde végétal et animal. Ok. Entre parenthèses, beaucoup de ces animaux ont du sang. C'est juste que c'est pas du sang qui a la même couleur que nous, pour la plupart, et qui n'ont pas les mêmes hémoglobines que nous. D'accord. Mais ça fait 4 groupes pour les bébêtes sans sang, non? Non, céphalopodes, ouais, animaux à carapace molle, 2, animaux à carapace dure, 3. Bien sûr, j'ai oublié un 5e groupe et je ne m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. On reviendra dessus à l'occasion. Pas un souci. Enfin, de toute façon, on s'en fiche. Le point de départ de la classification était déjà pas terrible puisque toutes ces bêtes ont du sang, donc. Presque toutes ces bêtes. Ok. La dernière, le dernier gros panier avec les étoiles de mer, les oursins et les éponges. À vrai dire, les éponges, elles n'ont pas de sang.
Ok. Bon, en fait, son mode de classification repose sur l'observation des organismes et la détermination de caractéristiques communes plus ou moins visibles. Donc c'est pas bête, on l'a dit, mais tout de même assez arbitraire. Pourquoi privilégier a priori les caractéristiques qui sont visibles par l'œil humain? Surtout que Aristote, en plus, il favorise les caractères qu'il trouve d'abord chez les humains et recherche chez d'autres organismes. Donc ça nous donne une classification peut-être pratique selon un certain point de vue, mais c'est très anthropocentrique, donc centré sur l'humain. Ouais. Et bon, en même temps, c'est un humain qui fait cette classification, c'est pas une éponge, ça fait sens, ça peut se comprendre. Voilà, bon, c'est extrêmement instinctif, ouais. Mais ça ne reflète pas réellement l'histoire du vivant. Bien sûr. Il crée le groupe des invertébrés, car ce sont des espèces sans vertèbres, parce que l'humain, lui, le beau gosse, il en a une belle vertèbre. Donc voilà, il y a les vertébrés et il y a le reste, les invertébrés. Et il fait ça pour pratiquement la plupart des groupes qu'il forme, en comparant systématiquement avec l'humain. Il y a l'humain qui a un beau crâne, et ben on va faire ceux qui n'ont pas de crâne. Il y a l'humain qui a des pods et des pattes, 4 pattes, tétrapodes, et ben il y a le reste, donc ce sera donc pas les tétrapodes. Voilà, donc c'est un peu cette manière dichotomique de créer la classification qu'a créé Aristote. Par ailleurs, Aristote s'est aussi mis en tête d'organiser les organismes selon une échelle de complexité. Une échelle des êtres, la Scala Naturae, qui a été développée plus tard par Gottfried Leibniz. Donc, selon eux deux, les êtres vivants suivent une gradation linéaire qui permet d'obtenir leur classification selon leur degré de perfection. Ça correspond à une échelle immuable, donc chaque barreau représente un degré de perfection, avec en bas de l'échelle les êtres les plus simples, et à son sommet, la perfection absolue. À votre avis? Aristote. Voilà, l'être humain dans toute sa splendeur. Vu que ça flatte pas mal notre ego et qu'en plus c'est en parfaite adéquation avec la représentation judéo-chrétienne du monde, c'est pas étonnant que cette échelle ait été conservée pendant des siècles. Mais curieusement, cette manière de classer les êtres vivants... avant que je parte, tout est clair sur la classification d'Aristote? Oui, tout est clair. Bon, à mon avis, culturellement, elle a quand même laissé ses traces, cette classification. Enfin, je pense que tu vas revenir dessus, mais j'ai en tête la fameuse marche du progrès, tu sais, qu'on voit parfois sur des t-shirts qui représentent l'évolution, qui part d'une espèce de singe et qui arrive à la perfection absolue qui est l'homme moderne. Enfin, de temps en temps, ça arrive aux geeks. Plié sur son ordinateur. Exactement, tout courbé sur son ordinateur. Mais, il me semble qu'on est typiquement avec ce genre d'imagerie encore dans ce genre de représentation. Eh oui, c'est une classification qui a eu la peau dure. Enfin, c'est surtout une conception de la classification du vivant qui a une peau très très dure. Et c'est pas facile. Moi, je suis le premier à aller dans les forums, dans les blogs, taper. Je crois que je vous ai d'ailleurs tapé les doigts dessus. Ça nous est arrivé, on est passé à la casserole comme tout le monde. T'as été impitoyable. Voilà, donc c'est un peu mon dada d'essayer de justement expliquer pourquoi cette classification n'est plus valable à l'heure actuelle. Et donc c'est exactement ce que je suis en train de faire là sur 3 épisodes. Bref, curieusement, cette manière de classer les êtres vivants est restée stable pendant des siècles et les révolutions les plus importantes sont apparues en botanique. Bizarre, non? C'est un peu peut-être parce que justement Aristote a laissé la botanique à ses élèves plutôt que s'y intéresser. Ouais. Et les élèves de botanique, agacés par les erreurs de classification, certaines plantes portaient plusieurs noms, certains noms désignaient plusieurs plantes. Donc les botanistes du XVIe siècle ont décidé de faire la révolution et de classer les plantes, attention, accrochez-vous, par ordre alphabétique. Okay. Ils sont pas trop compliqués, quoi. Ça paraît encore plus aberrant que la classification d'Aristote, car pour utiliser cette classification, il fallait connaître le nom de la plante à l'avance. Et du coup, pourquoi l'utiliser? Mais en faisant ça, les botanistes ont fait quelque chose d'incroyable. Cela a permis de donner un coup dans la fourmilière et de réveiller les esprits. Parce que la question sous-jacente à cette révolution, c'était « Ouais, c'est peut-être con de faire ce genre de classification, mais qu'est-ce qui fait qu'une classification est bonne alors ?» Et là, la question était posée. On était là, c'est aberrant de faire une classification par ordre alphabétique. Et les autres, ils disaient, alors, vas-y, faites votre classification. Qu'est-ce qui fait qu'une classification est bonne par rapport à celle-là? Donc, la réponse était, c'est plus pratique, mais est-ce que c'est vraiment
le côté pratique qu'on cherche en faisant une classification, ou est-ce qu'on essaie de refléter ce qui se passe véritablement dans la nature? La question était posée. Au XVIIIe siècle, un certain Carl von Linné non seulement établit une classification du vivant, mais surtout détermine une méthodologie rigoureuse pour construire sa classification. En gros, il considère que le vivant est une grosse bibliothèque. Il ne sait pas trop comment tous ces livres sont arrivés là, mais c'est pas grave, on va les classer quand même, et on va faire du boulot rigoureux. Donc, lui, issu de la révolution des botanistes, va pas remettre finalement en cause la classification. Tout ce qu'il va faire, c'est dire « je veux faire une classification rigoureuse quoi qu'il arrive ». Carl von Linné crée par exemple la notion de niveau hiérarchique dans les classifications, avec 7 rangs. Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Cette fois-ci, j'ai compté, il y en a bien 7. Pas gouré. Tu peux juste les répéter là? Le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Autant vous dire que c'est pour les apprendre pour mieux les oublier dans une seconde. L'idée, c'est que ces niveaux hiérarchiques s'emboîtent. L'espèce fait partie d'un genre, le genre fait partie d'une famille, qui fait partie d'un ordre, etc. Linné appelle chaque rang un taxon, et la méthode pour ranger les espèces, il la nomme la taxinomie. Donc, en gros, la grosse contribution de Linné, c'est d'avoir donné ces niveaux hiérarchiques, ouvert la réflexion des chercheurs de l'époque à l'idée d'une classification à niveau hiérarchique, et à part ça, a donné un nom à cette manière de faire, la taxinomie. Ok. C'est bon? Tout va bien? C'est tout bon. Je crois qu'on peut dire taxonomie aussi, hein, c'est la même chose. Taxonomie, taxinomie, c'est la même chose, tout à fait. Mais alors pourquoi 7 taxons, me demanderez-vous? Ouais. Pourquoi 7 taxons? Me demanderez-vous. Allez, on fait une boucle? Eh bien, parce qu'à l'époque, on considère que le chiffre 7 est un chiffre parfait. C'est tout. C'est la seule raison valable qu'a donné Carl von Linné. Donc, super la rigueur scientifique pour le coup. C'est genre, c'est un seul chiffre parfait, on va faire cette taxon. Bon, bref, autant dire que très très vite, il y a eu des exceptions à la règle après Carl von Linné. Même lui, je pense que lui, il a fait des variations, il a ajouté des différents taxons à certains endroits de sa classification. Mais il faut dire qu'à l'époque, quand on réalisait une classification du vivant, on avait bien l'intention de retrouver l'ordre de la création divine. Du coup, dans les esprits, mieux vaut que tout soit parfait comme le Big Boss l'aurait voulu. Et donc, c'est logique. Si le nombre des taxons tombe sur 7, qui est considéré comme le chiffre parfait, c'est plutôt pas mal. Ouais. Au passage, il faut également remercier Linné pour la manière dont les scientifiques nomment les espèces à l'heure actuelle. En effet, celles-ci suivent la nomenclature binominale, où l'on ne nomme que les noms des 2 derniers niveaux, le genre et l'espèce, pour nommer un organisme. Okay. Donc nous sommes Homo sapiens, le nom de notre espèce c'est Sapiens, et le nom de notre genre c'est Homo. Et donc quand on veut désigner un être humain, on dit c'est un Homo sapiens. Et il y a d'autres espèces qui existaient à un moment sur notre planète qui appartenaient au même genre, Homo, comme par exemple Homo erectus, qui est une autre espèce et qui appartient au même genre. Tout est clair? Tout est clair. Voilà, donc c'est grâce à Carl von Linné qu'on a des noms absolument improbables pour dénommer les organismes vivants. Merci Linné. Merci. À partir de Linné, les méthodes de classification s'affinent. Pour réaliser des groupes d'espèces qui vont rentrer dans chaque rang hiérarchique, les chercheurs de l'époque vont observer des caractères et, selon qu'ils sont similaires ou différents entre les espèces, les organiser en différents groupes. C'est un peu comme ce qu'avait déjà fait Aristote. Mais cette fois-ci, ils vont le faire de manière un petit peu plus raisonnée. Bien sûr, si on prend n'importe quel caractère, comme la couleur, la taille, le nombre de poils dans les narines, on risque d'obtenir des classifications très différentes. Pour obtenir des classifications plus robustes, il faut attendre Bernard de Jussieu et Antoine Laurent de Jussieu imposer des classifications botaniques beaucoup plus rigoureuses, car ils vont donner des valeurs aux caractères et chercher les caractères les plus constants entre espèces. C'est bon ? Ok. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Si dans un pré, toutes les fleurs ont des couleurs différentes, ce n'est pas un bon caractère pour les classer. D'accord ? C'est un caractère extrêmement variable. Si par contre, de nombreuses fleurs ont le même nombre de pétales, que
Par contre, on peut réagir en fonction du nombre de pétales. Ce caractère-là est beaucoup plus informatif. Il est moins variable, mais quand même assez variable pour pouvoir faire des groupes. Par exemple, si on dit si on veut classer des plantes en fonction qu'elles sont capables de faire de la photosynthèse, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc on a 3 différents types de caractères et l'idée des Jussieu, c'était de donner une valeur à ces caractères pour pouvoir faire des classifications raisonnées. Ok. Voilà. Et donc, un peu attacher plus d'importance à l'observation minutieuse de chacun des organismes pour pouvoir faire les classifications. C'est bon ? Et ça, c'était quand ? Ça, c'était à la fin du XVIIIe siècle, si je ne m'abuse. En zoologie, c'est Georges Cuvier qui va appliquer la méthode des Jussieu à la classification des animaux. Okay. Cependant, le vivant est toujours perçu comme une création divine et le travail du classificateur, c'est toujours et encore de retrouver cette organisation. Dans leur idée, Dieu a créé toutes les espèces au moment de la création et les chercheurs vont tâcher de retrouver l'ordre parfait selon lequel s'organisent ces espèces. C'est tout. Toujours cette idée. Enfin, arrive le siècle des Lumières et avec lui son lot d'idées révolutionnaires qui vont notamment bouleverser la conception du vivant et du coup, notre manière de l'appréhender, le comprendre et enfin le classer. Donc voilà, on avait cette idée un petit peu toujours présente d'organisation divine et enfin arrive le siècle des Lumières. L'énorme changement qui fout complètement le bordel chez les scientifiques, c'est la remise en question du fixisme des espèces. Et si, comme le proposa Lamarck, les êtres vivants se transforment au cours du temps et que génération après génération, ils génèrent ainsi de nouvelles espèces. Pour la première fois, on n'a plus une conception fixiste des espèces, créée à un même moment, mais une conception transformiste des espèces. Grâce à Lamarck, non seulement on se passe de l'intervention divine pour organiser le vivant, mais en plus, on envisage que les espèces se transforment. La nature n'est plus fixe comme le concevait Cuvier, mais changeante. C'est bon ? C'est tout bon. Tout à fait. Il y a une autre conséquence de cette idée du transformisme. L'idée du transformisme fait rentrer la notion de temps dans la classification du vivant. Pour classer les espèces, il faudra retrouver comment elles se sont changées les unes dans les autres au cours du temps. Fondamental. On était avec une échelle fixe et maintenant on est avec une classification historique. On retrouve une histoire. Donc c'est une idée brillante. Et en plus, elle est vraie. Mais là où s'est planté le pauvre Lamarck, c'est sur la manière dont il a envisagé que les espèces se transforment en d'autres espèces. Malheureusement, c'est pas lui qui est arrivé avec la théorie de l'évolution. Plutôt avec une bonne mise en pratique de la théorie de l'évolution. Selon lui, les caractères acquis au cours de la vie sont transmis à la descendance. Je répète, les caractères acquis au cours de la vie sont transmis à la descendance. Et c'est ça qui fait que les êtres vivants et les espèces à grande échelle se transforment. On appelle ça l'hérédité des caractères acquis. C'est ça l'idée de Lamarck. Par exemple, selon Lamarck, si on prend l'espèce ancestrale de la girafe, une espèce au cou de petite taille, les individus de cette espèce qui cherchaient à manger les feuilles les plus hautes des arbres se retrouvaient avec un cou légèrement plus grand et transmettaient ce caractère à leurs descendants. C'est bon ? Ça, c'est l'idée de Lamarck. Et au fil des générations, ce caractère s'est exacerbé jusqu'à donner les coups invraisemblables des girafes actuelles. Selon Lamarck, pour résumer, les espèces acquièrent de nouveaux organes, les modifient ou en perdent pour s'adapter au milieu dans lequel ils vivent, puis ils transmettent ce caractère à leur descendance. Est-ce que c'est bon ? Yep. C'est ça le concept de l'hérédité de caractère acquis. Ouais. Et qui, selon Lamarck, serait le moteur de l'évolution lamarckienne, du transformisme lamarckien. Malheureusement pour Lamarck, son idée est séduisante, ne reflète pas ce qui se passe véritablement dans la nature. Pour le tester, rien de plus simple. Prenez une population de lézards, coupez-leur les membres, faites-les se reproduire et observez si leur descendance n'a plus de pattes. Ou même des pattes plus petites. On peut se contenter de ça. Vous pouvez répéter cette expérience de nombreuses fois. Il y a de fortes chances pour que vous obteniez une population avec quelques lézards à pattes courtes, mais aussi des lézards à grandes pattes. C'est bon ? Vous êtes d'accord avec cette expérience ? C'est pas cool pour les lézards. Mais je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais
là, c'est une vision un peu. Ton exemple de lézard, c'est un exemple un peu réducteur de la théorie de Lamarck, il me semble, parce que quand on parle évidemment d'une génération à l'autre, si on coupe les pattes d'un lézard, la génération suivante aura des pattes. Mais si durant des générations et des générations et des générations on coupe les pattes des lézards, je pose la question, hein, il n'y aura pas une adaptation qui va se faire justement de ce caractère au fil des générations, et les lézards auront des pattes plus petites parce que ça fait des centaines de générations que les lézards, on leur coupe les pattes. Eh ben, c'est séduisant. Il faut faire l'expérience. On peut le faire des générations et des générations. Parce que moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qui va réellement se passer. Il y a de fortes chances pour que vous obteniez une population avec quelques lézards à pattes courtes, mais aussi des lézards à grandes pattes. Même peut-être qu'un de ces lézards n'aura plus de pattes du tout. Mais peut-être qu'il y en a un qui aura 5 pattes. Vous comprenez la différence? Ouais, mais le truc, c'est qu'on ne laisse pas faire la sélection naturelle. Si de toute façon, on continue de leur couper les pattes à chaque génération, exactement. Voilà, aucune mutation ne sera jamais favorisée finalement. Bon, alors peut-être que le lézard, je me refais l'avocat du diable, hein, pour essayer Mais bon, peut-être les lézards, c'est pas un bon exemple, mais dans le cas des girafes dont tu as parlé, là, il peut y avoir une sélection qui a lieu. Si les feuilles que mangent les girafes sont sur des arbres hauts, c'est ceux qui auront le plus grand cou qui vont résister finalement et qui vont... Tout à fait. La sélection reste. C'est pas ça que je suis en train de remettre en cause. Ce que je suis en train de remettre en cause, c'est l'hérédité de caractère acquis. Ouais. D'accord? Mais l'idée, c'est que vous allez devoir observer votre population de lézards. Selon Lamarck, si vous faites cette expérience, mais on peut prendre, si vous n'avez pas envie de couper les potes à des lézards, pas de problème. Ouais, vous pouvez prendre des souris. D'accord? Vous les faites tous les entraîner comme des malades sur les petites roues là qu'elles ont. D'accord? Selon la nature est faite que si on les entraîne tous les jours, on va avoir des mollets de malades. Je ne sais pas si les souris ont des mollets. Peut-être que oui, si. Non, si. des mollets. Bon, voilà. Bref, les souris vont posséder des mollets de malades. Répétez cette expérience de génération en génération. Normalement, selon Lamarck, si vous faites cette expérience, la génération suivante devrait naître avec de plus gros mollets. Et la génération suivante devrait naître avec encore plus gros mollets. Ce n'est pas ce qu'on observe. Si on fait cette expérience, ce qu'on observera, c'est que les descendants des animaux qu'on aura entraînés comme des malades varient. Il y en aura peut-être qui naissent avec une facilité à avoir des gros mollets, mais il y en aura aussi peut-être qui naîtront avec pas cette facilité-là et des mollets gringolés. Ouais, peut-être, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, ok, l'hérédité du caractère acquis, comme tu l'expliquais avec l'exemple des lézards ou des souris, en soi, n'est pas une bonne explication. Mais un caractère acquis qui aide à une sorte de sélection naturelle pourrait jouer le jeu de l'évolution dans ce cas-là. Typiquement, je reviens sur les girafes. Si une girafe est obligée d'allonger son cou durant sa vie pour manger, elle va avoir une sorte de caractère acquis qui est l'allongement du cou, et au fil des générations, de nouveau, si les feuilles des arbres sont très hautes, toutes les girafes vont devoir tenter d'allonger leur cou, donc il y a une sorte de caractère acquis qui va se mélanger avec une sélection naturelle. Je sais pas si tu me comprends. Je comprends très bien, mais ça c'est une idée lamarckienne et malheureusement elle n'est pas valable. L'idée c'est que je vais peut-être continuer un tout petit peu, expliquer la théorie de Darwin, et comme ça on va pouvoir la confronter avec l'idée de Lamarck, et vous allez voir si ça fait plus de sens ou pas. D'accord ? D'accord. Ok. Le fait est donc que les populations ne suivent pas une direction inhérente quand ils se reproduisent. Elles varient. Et c'est Lamarck, et ça Lamarck avait du mal à le concevoir. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait dans des musées et des ménageries. Là où il fallait aller, c'est à la ferme. Et c'est exactement ce qu'a fait Charles Darwin. D'accord ? D'accord. Ouais. De retour d'un voyage en bateau à travers le monde, Charles Darwin, au lieu de s'enfermer dans son bureau, il enfile ses bottes et va poser des nombreuses questions à ses voisins fermiers et éleveurs.
C'est grâce à eux qu'il va attacher une grande importance aux variations qui existent entre les individus d'une même espèce. Pour lui, avant de considérer l'espèce, il faut considérer les variations qui existent entre les individus. À ses yeux, c'est uniquement la moyenne de ces variations qui donne une certaine idée de ce qu'est une espèce. D'accord ? Lamarck considérait que les espèces étaient caractérisées par une sorte d'essence, une image parfaite de l'espèce dont certains individus déviaient. Pour lui, les variations sont des aberrations par rapport à un plan idéal. Ce serait comme dire que, sous prétexte que la majorité des individus humains sont bruns, l'espèce humaine est brune. Darwin retourne cette idée sur elle-même. Les espèces ne sont qu'une collection d'individus très semblables, car très proches sur le plan de la parenté. Cependant, tous les individus d'une espèce sont sujets à des variations, et le concept d'espèce n'est qu'une norme qu'on applique aux populations d'individus qui la constituent. En reprenant l'exemple des cheveux, Darwin aurait simplement remarqué que le caractère de la couleur des cheveux varie entre les différents individus de l'espèce humaine. D'accord ? Une espèce n'a pas de manière inhérente un caractère. Une espèce a des caractères variables, plus ou moins variables. Ce qui varie de manière plus intense chez l'espèce humaine, c'est la couleur des cheveux. Ce qui varie beaucoup moins, c'est par exemple le nombre de vertèbres. Ça peut varier, hein. Il y a des gens qui naissent avec des vertèbres supplémentaires. Mais ça varie beaucoup moins fortement que la couleur des cheveux. Donc en fait, on a des caractères plus ou moins variables. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit sauter de l'idée que l'espèce n'a pas de variation au sein de ces individus. C'était très important pour développer la théorie de Darwin. Parce que la suite étalée sur plusieurs décennies, c'est la rédaction lente d'une théorie qui va bouleverser la science du vivant. Charles Darwin va comprendre et démontrer que dans des conditions de l'environnement et à un moment donné, certains variants au sein d'une espèce sont avantagés et deviennent plus nombreux parce qu'ils laissent plus de descendants que les variants compétiteurs. C'est ça l'idée de Darwin. Les variations sont sélectionnées à chaque génération. Et la population évolue au cours de sa généalogie, parfois jusqu'à se scinder en plusieurs espèces. Je répète donc. Dans une population, l'idée de Darwin, c'est qu'il y a des variants, pas des individus qui cherchent à agripper les feuilles et transmettre ce caractère. De toute façon, il y a des girafes qui auront des ancêtres de girafes avec un tout petit peu plus long cou, et de toute façon, il y a des ancêtres de girafes avec un plus petit cou. L'idée, c'est que dans le milieu dans lequel elles sont, il y en aura certaines qui sont sélectionnées ou pas. Tu comprends, Mathieu ? Oui. Oui, à moitié. En fait, je suis toujours pas complètement convaincu. Dans le sens, une variation, comme le définit Darwin, ne peut pas provenir d'un caractère acquis, par exemple. Bah non. Selon Darwin, c'est pas ça qui se passe. Selon Darwin, on produit des variations en se reproduisant. Donc c'est la reproduction, la variation que définit Darwin, qui est mise en œuvre lors de la sélection naturelle, est uniquement créée lors de la reproduction. Elle ne peut pas être créée durant la vie ou l'existence de l'animal ou de l'organisme. Ouais, exactement. C'est ça. Ça, tu as tout compris. Si tu as compris ça, tu as compris la base sous-jacente de la théorie de l'évolution de Darwin par non pas hérédité de caractère acquis, mais hérédité simple de variation. Mais c'est quand même bizarre parce qu'on a l'habitude de dire que sélection, mutation, c'est le moteur de l'évolution, mais souvent on inclut aussi l'adaptation. Qu'est-ce que c'est l'adaptation ? Alors justement, un caractère acquis ne peut pas être considéré comme un facteur d'adaptation. Mais quand je dis qu'une variation apparaît au moment de la reproduction, c'est un caractère acquis pour la nouvelle génération, tu es d'accord ? Donc, si un caractère acquis va permettre d'avoir une plus ou moins grande adaptation. Donc ça, c'est vrai. L'idée, c'est de savoir comment ce caractère a été acquis. D'accord, ouais, non, je te comprends. Ouais. Et donc, l'idée, c'est c'est pas parce que tu vas t'entraîner comme un malade qu'au fil des générations, ta descendance va être plus apte à survivre en ayant des plus gros muscles. C'est pas comme ça que ça se passe. La variation, elle apparaît au moment de la reproduction. Je peux faire une petite parenthèse.
c'est le cas 99,99% du cas. Il n'est pas étonnant que quand on regarde tout le vivant à la loupe, on puisse trouver des cas extrêmement rares de caractères qui a été acquis et transmis à la descendance. Mais la plus grande majorité du cas, c'est une variation qui apparaît au moment de la reproduction. Donc, pour aller un petit peu plus loin, cette variation qui apparaît lors de la reproduction, comme l'explique Darwin, finalement, elle doit s'inscrire génétiquement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à partir de là? Oui, si si on entraîne des souris jour après jour à courir sur des, voilà, si on les fait courir beaucoup pour qu'elles augmentent leurs muscles, je pose la question, hein, est-ce qu'avec le temps, cette augmentation de muscles peut s'inscrire génétiquement chez la souris? Ça n'a pas été observé. Ça n'a pas été observé. Et du coup, qu'est-ce que font ce que je veux dire par là, c'est que si ça s'inscrit génétiquement, après, ça pourrait être une variation qui pourrait se transmettre, comme l'explique Darwin. Mais alors, je pose la question, si un entraînement régulier peut inscrire génétiquement quelque chose. C'est pas. Ah, j'ai une petite coupure là, excuse-moi. Il y a certaines nouvelles idées qui commencent à s'inscrire sur ça, mais c'est très, très, très peu documenté. La règle générale, c'est la règle qu'a découvert Darwin. C'est ce que font en fait les sélectionneurs. Les sélectionneurs, ils vont pas entraîner les carottes pour qu'elles deviennent oranges. Les sélectionneurs, ils vont pas entraîner ton bœuf pour avoir plus de viande. Ce qu'ils font, les sélectionneurs, c'est regarder les parents et se demander quel croisement faire pour augmenter la probabilité que la descendance ait des muscles. Parce que les sélectionneurs, ils ont bien compris que c'est pas en entraînant les bestiaux comme des balades qu'il allait obtenir des vaches avec énormément de muscles. Les sélectionneurs, ce qu'ils ont pensé tout de suite, c'est d'attacher une importance à leur reproduction. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée, c'est les sélectionneurs, instinctivement, ils ont compris qu'il fallait plus attacher une importance à la reproduction parce que c'est là que les variations allaient apparaître et c'est là que l'hérédité se passe. Donc voilà. En gros, mieux vaut dans toute une population prendre les bestiaux que tu veux, les faire se reproduire entre eux et de ne pas se faire reproduire entre eux les trucs gringalets. Selon la marque, normalement un caractère acquis, tu pourrais le faire à n'importe quel bestiau. Donc si tu prends un gringalet et que tu l'entraînes comme un malade, normalement tu devrais déjà améliorer les caractères qu'il transmet. Et c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce qu'on peut observer les sélectionneurs. C'est marrant. Ouais, moi je pensais que ça, alors c'était quelque chose qu'on pouvait observer justement en entraînant un animal sur un exercice spécifique, ça pouvait avec le temps s'inscrire dans ses gènes, je pensais. Bon, pas tout forcément, mais certaines caractéristiques, je pensais que ça pouvait avec le temps s'inscrire dans les gènes. Ça aurait été bien pratique et on aurait certainement une évolution lamarckienne et c'est pas du tout ce qui est observé. D'accord. Donc voilà, faut accepter ça. C'est bien les variations qui apparaissent au moment de la reproduction. On a des variations qui apparaissent et c'est ces variations-là qui sont sélectionnées. Très bien, c'est clair. Bon, je suis content que ce soit clair. Les variations donc sont sélectionnées à chaque génération et la population évolue au cours de sa généalogie puisque tu auras des variants qui vont survivre et d'autres pas, des variants qui vont se reproduire et d'autres pas. Et donc, ces variations vont parfois mener à scinder des espèces en plusieurs groupes. Parce qu'il y a un moment où justement les variations accumulées sont trop grandes pour que les populations puissent se mélanger entre elles et se reproduire entre elles. De plus, Darwin comprend que la ressemblance entre certaines espèces est donc due à des caractères hérités d'une espèce ancestrale. C'est bon ? C'est tout bon. Il y a des liens entre les individus composant une espèce, mais aussi des liens entre les espèces. Et ces liens sont de même nature, c'est la parenté. Deux espèces distinctes peuvent être sœurs ou cousines du premier, second, troisième degré. Exemple, nous humains, je vais vous le dire, je vais pas le démontrer aujourd'hui, nous sommes cousins des chimpanzés. Et le groupe humain-chimpanzé est cousin d'un plus lointain cousinage avec les macaques. C'est des relations de parenté entre humains, chimpanzés, macaques qu'on est capable de déterminer. Donc grâce à Charles Darwin, on peut enfin fonder la classification du vivant selon un processus naturel véritable
celui de l'évolution. Enfin, on a quelque chose qui sous-tend les classifications. Donc Darwin comprend que la ressemblance entre certaines espèces est due à des caractères hérités d'une espèce ancestrale et donc que la classification naturelle du vivant doit donc être fondée sur une recherche de parenté. Et alors la classification du vivant devient le reflet de la très longue histoire du vivant, c'est-à-dire une sorte de généalogie. Avec Darwin, enfin, on a l'idée, si on veut classifier le vivant, ce qu'on veut faire véritablement, c'est une généalogie du vivant. Très important de comprendre ça. Pour représenter cette classification, Darwin ne pense pas à un sommaire au début de nombreux volumes poussiéreux, ni à une échelle pour représenter l'ascension du vivant vers la complexité. Pour Darwin, il faut représenter les classifications sous forme d'arbres, pour représenter ainsi les liens de parenté entre les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle un arbre évolutif. Et maintenant, nous allons passer à la manière dont les chercheurs peuvent constituer ces arbres évolutifs. C'est ce qu'on appelle la phylogénie. Est-ce que tout est clair maintenant sur l'histoire des classifications du vivant ? C'est super clair, ouais. C'est clair, ouais. J'attends que tu entames cette nouvelle partie, j'aurai une question sur l'arbre. Très bien. Alors, à partir de ce moment, on pourrait penser que tous les scientifiques de la Terre entière allaient se mettre à travailler main dans la main à la réalisation d'une classification du vivant de la mort qui tue. Eh bien non, ça a traîné pas mal, notamment parce que toute la communauté scientifique ne s'est pas mise à appliquer la théorie de l'évolution à la lettre pour établir les classifications. Au final, l'organisation divine ou le lamarckisme ont eu la peau dure. 50. Donc 1950. Excuse-moi, j'ai une petite coupure. Oui. Les lamarckistes ont eu la vie dure. La peau dure. Oui, l'organisation ou le lamarckisme a eu la peau dure. Il a fallu attendre les années 50 pour qu'un certain Willy Hennig jette les fondements d'une méthodologie rigoureuse pour réaliser une classification naturelle du vivant. Donc c'est ce que tu disais, Alan ou Mathieu, je ne me souviens plus. C'est qu'à l'heure actuelle, on a encore des conceptions avec une marche du progrès et tout ça. Ça, c'est encore les résidus d'une mauvaise interprétation de ce que c'est que la classification du vivant. Très bien, et grâce à Willy Hennig, on avait enfin une méthode. Cette méthode, elle s'appelle la cladistique. La quoi ? La cladistique. Cladistique. La cladistique. On apprend tous les jours. Exactement. Et c'est la méthode que les chercheurs continuent à utiliser pour classifier le vivant, pour établir les liens de parenté entre les êtres vivants. Ok. On peut dire cladistique ou phylogénie. Dire aussi, si vous voulez, il y a plein de noms. Les gens s'éclatent à trouver des noms qui veulent dire exactement la même chose. Toujours est-il que Willy Hennig l'a appelé la cladistique. Mais j'ai noué une petite question. Quand tu dis que ce qu'avait dit le professeur Fon sur ces t-shirts qu'on voit souvent, on voit l'homme évoluer, d'abord l'homme préhistorique, et puis on le voit grandir, se lever, devenir droit. Là, tu viens de dire qu'en fait, c'est une idée de Lamarck qui est encore bien ancrée dans nos esprits. C'est ça, non ? C'est une idée à la fois de Lamarck et à la fois de l'échelle des êtres. Je te rappelle que dans l'échelle des êtres, on classe en fonction d'un degré de complexité qui va vers la perfection de l'être humain. Tu la vois très bien dans cette marche du progrès. Donc, c'est les résidus de ces deux conceptions. D'accord, parce que parce que ça, c'est une conception trop linéaire, en fait. C'est aussi... Enfin, comment tu l'opposes à la conception de l'arbre ? À part le côté anthropocentrique, ce que je veux dire, que voilà, au bout de la chaîne, il y a l'homme et tout ça. Mais visualiser une évolution comme ça, on voit l'évolution de l'homme, petit, se lever, devenir droit et tout ça. Pourquoi elle s'oppose finalement à une vision d'arbre et de lien de parenté Déjà parce que c'en est pas, d'arbre. D'accord, c'est d'accord. Mais ça peut être une branche d'un arbre. Oui, mais alors pourquoi, dans cette branche, toi, tu représenterais comment les différentes espèces ? Les cousins et tout ça, tu dis ? Ouais, si tu dois représenter des cousins dans une généalogie, tu fais pas comme ça. Tu mets pas ton cousin germain derrière toi, et ton cousin arrière-germain derrière toi, et ton cousin arrière-arrière-germain derrière toi. Tu le mets pas derrière toi. Pour autant, alors j'ai plus l'image exacte du dessin. Si on met des singes, des chimpanzés, là je suis d'accord avec toi,
Mais si ce qui est représenté est l'homme de Cro-Magnon, enfin l'Homo erectus, l'Homo habilis, tout ce que tu veux, l'homme de Cro-Magnon, tout ça, là, il n'y a pas vraiment d'opposition avec l'arbre de la vie, j'ai l'impression bien. Ah ouais? Alors prends un crâne d'un homme de Cro-Magnon, comme ça, au hasard. Qu'est-ce que tu sais de lui? En regardant son crâne. Oui, juste en regardant son crâne. Est-ce que tu peux savoir si toi, tu es son descendant? De cet individu dont tu as le crâne? Euh... J'en sais rien. Bah non, tu non, peux pas savoir. ouais. T'es face à ce problème, tu peux pas savoir si cet individu, il s'est reproduit et il a donné l'ensemble des Homo sapiens, par exemple. Donc, dans le doute, face à ce problème-là, tu le places pas derrière toi parce que tu sais pas si c'est véritablement ton ancêtre à toi ou l'ancêtre de Barack Obama ou l'ancêtre de n'importe qui. Tu peux pas savoir. Donc, dans le doute, tu le dis que c'est ton cousin. Tout cela, il devrait être représenté comme des cousins plus ou moins proches. Sachant. Bon, en fait, là, je m'avance un tout petit peu parce que tout ça, je l'explique plus tard de manière peut-être un petit peu plus rigoureuse. Alors peut-être, Mais si j'ai bien compris, juste en résumé, quand tu as défini avant la taxonomie de la classification du vivant, tu avais parlé qu'au bout de la taxonomie, il y avait l'espèce et le genre, c'était ça, donc il y avait Homo sapiens. Donc, oui, Homo habilis, c'est un autre genre, c'est la même espèce mais un autre genre, donc on C'est peut... le contraire. non, c'est l'inverse. C'est un même genre, mais ce n'est pas la même espèce. D'accord, c'est un même genre, donc pas la même espèce, donc on peut pas le dessiner comme on le voit sur ces t-shirts ou un peu Tout partout, à fait. c'est à cause de ça en fait. Oui, cette espèce n'est pas l'ancêtre d'Homo sapiens. D'accord, c'est une autre espèce. Non, ouais, voilà, c'est une autre espèce. Et c'est surtout, c'est que au sein de cette espèce, c'est peut-être un ou deux ou trois individus qui ont participé et on sait pas qui c'était. On n'a pas leur crâne, on peut pas le savoir exactement qui était. On peut pas connaître Bob Homo habilis qui a participé à la lignée de tous les Homo sapiens. Dans le doute, mieux vaut les considérer comme des cousins. D'accord. Bob, j'aime bien Bob. Moi, je vais peut-être te dire aussi, Mathieu, ce qui me dérange avec cette représentation de la marche du progrès. Y a deux choses, en fait, qui me dérangent. D'abord, c'est le fait que ça représente pas l'arbre, effectivement, comme on vient de le dire, ou alors juste la dernière ramification de l'arbre. Moi, j'aimerais bien voir le chimpanzé, par exemple, sur cette représentation, et puis on le voit pas. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une deuxième branche, quelque part, à partir d'un ancêtre commun, puis là, ça n'apparaît pas. Comme s'il y avait qu'une seule direction, et puis c'est ça, justement, qui me gêne profondément avec ce truc, c'est que ça donne l'impression que l'évolution est dirigée, qu'il y a un sens, qu'il y a une finalité, que cette finalité, c'est l'homme, et puis Moi, je crois qu'il n'y a rien je après. crois que tu vas chercher beaucoup trop loin les choses, quoi. Je sais pas. Moi, je pense que c'est un dessin, voilà, qui montre comment l'homme, ou pas, alors le cousin, était d'abord courbé, puis il s'est relevé, et puis il était plus mobile, et ses mains sont libérées pour faire autre chose. C'est plus une vision comme ça. Commencer à avoir une finalité là-dedans, je pense que ça va un peu loin, quoi, comme raisonnement. Bah, c'est extrêmement courant comme interprétation, c'est extrêmement trompeur parce que, par exemple, il y a un homo qu'on a découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Homo florensis et qui est tout petit. On a trouvé sur l'île de Java. Mhm. Il est tout petit. On l'appelle d'ailleurs le Hobbit. C'est un cousin de, si je ne m'abuse, Homo erectus. Donc, si tu devais le représenter, comment tu le représentais sur ta chaîne? Ouais, bon, peut-être d'accord. Oui, probablement, Tu vois, il doit rompre, ça pose problème. il doit rompre la chaîne. Eh ben, c'est surtout qu'il n'y a pas de chaîne. C'est surtout que à partir du moment où la chaîne, ce serait uniquement si on a des ancêtres qui ont systématiquement donné uniquement l'espèce que tu vois en avant sur cette chaîne. Mais c'est pas le cas. Ouais. Les espèces, elles se scindent en plusieurs groupes qui donnent plusieurs groupes qui donnent plusieurs groupes. Et c'est ça qui donne un buisson. Ça Et non tombe bien, une- c'était la question que je voulais te poser, arbre versus buisson. Oh, c'est la même chose. Ah bon? Alors moi je voyais justement pas la même chose. Bon, On s'écarte va un peut-être peu, on s'écarte un peu de ton C'est dossier. clair. Je vais peut-être un petit peu continuer sur au moins comment on fait des phylogénies parce que sinon On va pas y déjà arriver. on va pas finir et surtout on va pas pouvoir partir sur des bases extrêmement claires pour tous les auditeurs. Donc D'accord. autant continuer. Mhm. Donc l'idéal pour établir les liens de parenté entre les êtres vivants,
ce serait d'établir une généalogie complète de chaque organisme vivant. De savoir exactement qui était le père du babouin, qui était la mère de cette plante, etc. Mais malheureusement, pour les chercheurs, ni les bactéries, ni les arbres, ni les moustiques, et ni les ornithorynques n'ont gardé un registre d'état civil pour pouvoir déterminer qui étaient leurs ancêtres. Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu salaud de leur part, mais bon, bref. Alors, pas très organisé. Ces flemmards de chercheurs, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va falloir qu'ils réfléchissent à une autre solution. À défaut de pouvoir établir une généalogie, il va falloir essayer de deviner quels sont les liens de parenté sans avoir au préalable établi une généalogie complète. Donc, on n'a pas de généalogie, mais on veut quand même essayer de déterminer des liens de parenté. On va donc essayer de répondre à la question « qui est plus proche de qui ?» Comme on n'a pas accès à la généalogie, on ne peut pas dire qui descend de qui. D'accord ? Ok. Imaginez un peu Colombo face à une trentaine d'individus qu'il doit regrouper sans consulter leur registre d'état civil en fonction de leur parenté. Il doit faire ça. Il est en face d'une trentaine de personnes et il doit les classer en fonction de la parenté. Est-ce que monsieur A est le cousin germain du 3e degré de monsieur X, etc. Donc c'est dur. Et à votre avis, quelle va être la méthode de déduction que va utiliser Colombo pour déterminer ces liens de parenté ? Il va partir de caractéristiques physiques communes, j'imagine. Enfin, plus ou moins communes. Exactement. C'est une méthode absolument pas du tout nouvelle, au final, si vous réfléchissez bien. C'est la similitude. C'est quelque chose qu'utilisait Aristote, c'est quelque chose qu'utilisait Linné. Et donc, on se retrouve à utiliser une méthode similaire, mais avec un fondement totalement différent. Donc, Colombo, il va regarder la couleur des yeux, de la peau, des cheveux, la taille, la forme du visage, etc. Et tout ça pour regrouper les suspects en fonction des similitudes qui les relient. L'idée sous-jacente est que plus les individus se ressemblent, plus il y a de chances, et attention, de chances, qu'ils ont des liens de parenté forts par rapport aux autres. En gros, que moins de générations les séparent d'un ancêtre commun par rapport au reste des individus. Vous comprenez ? Ouais. Donc voilà, mais c'est une reconstitution. Attention, c'est pas véritablement l'arbre généalogique, c'est des approches en essayant d'obtenir le plus de preuves possible pour reconstituer les liens de parenté. Donc là, il faut que je fasse une petite pause pour appuyer un point un peu sur ce que je viens de dire. C'est crucial. Ce que vous devez enfin réaliser, c'est qu'on a fait des bonds gigantesques en termes de philosophie sous-jacente des classifications du vivant, en abandonnant toute idée d'anthropocentrisme, d'ordre divin ou de hiérarchie du vivant. On se base sur une donnée pertinente, l'évolution des organismes vivants et des espèces qu'on considère comme une famille dont on essaie de comprendre l'histoire. D'accord ? Mais en ce qui concerne la méthodologie, parce qu'on n'a pas accès à la généalogie, le concept de base, vous devez commencer à vous rendre compte qu'il est souvent le même, la ressemblance. Ouais. Et avec les méthodes qu'on appelle cladistique ou phylogénie, on cherche des ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun. C'est différent que n'importe quelle ressemblance. Si on cherche des ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun, on va former des groupes de parenté. Ces ressemblances qui proviennent d'un ancêtre commun, on appelle ça des caractères homologues, c'est-à-dire des caractères dont la similitude est expliquée par leur transmission héréditaire au fil des générations d'individus et d'une espèce à une autre. Et non acquise. Exemple. Et non acquise, tout à fait. Enfin, si, acquise, mais pas au cours de leur vie. Voilà. Ouais. Acquise par la reproduction. Exemple, chez les animaux vertébrés, la mâchoire est un caractère d'homologie. Tous les animaux qui possèdent une mâchoire l'ont hérité d'un ancêtre commun. Ça, c'est un caractère homologue au sein des vertébrés. Ça va ? Ça va. Bon, alors, bien sûr, il faut être prudent et il y a toujours place à l'erreur. Il existe des similitudes qui ne sont pas héritées d'un ancêtre commun. Ce n'est donc pas un caractère homologue et on parle alors de convergence évolutive. C'est la croix et la bannière pour n'importe quel phylogénéticien, c'est d'essayer de lutter contre les convergences évolutives. L'exemple le plus illustre chez les animaux, c'est l'aile. Il est très improbable, et on va dire, soyons fous, disons qu'il n'est pas possible que tous les animaux ailés aient acquis le caractère aile d'un ancêtre commun. L'ancêtre commun des mouches, des chauves-souris, des pigeons, des poissons volants n'avait certainement pas d'ailes et ne l'a pas transmis ce caractère qui aurait été maintenu de génération en génération chez toutes ces différentes espèces. Donc ce caractère particulier est survenu plusieurs fois au cours de l'évolution, au hasard des variations et des sélections de ces variations. Ça marche ?
Ça marche. Vous comprenez bien donc là que, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit prendre un caractère avec des pincettes et plus on attache d'observation sur ce caractère, par exemple en comparant véritablement une aile de mouche avec une aile de chauve-souris, par exemple une aile de chauve-souris ça a des os, une aile de chauve-souris ça a de la peau, une poil dessus, par rapport aux mouches qui ont des nervures, qui sont faites de chitine, etc., on arrive à rejeter des exemples de convergence évolutive. Mais c'est toujours l'erreur qui guette les phylogénies. C'est de faire des regroupements sur des similitudes qui n'ont pas été transmises par un caractère, par un ancêtre commun. Voilà. Donc, pour résumer, aujourd'hui, la classification des êtres vivants consiste à rassembler les espèces ou ensembles d'espèces en groupes en fonction de la parenté, et ces regroupements doivent être faits sur la base de caractères homologues, c'est-à-dire de caractères qui se ressemblent car hérités d'un ancêtre commun. Je rabâche, mais il faut que ce soit vraiment parfaitement clair pour que c'est parfaitement clair. La suite. Ouais. C'est très clair. Bon, moi, j'ai envie de dire, et la génétique dans tout ça, mais peut-être que je te casse la baraque et c'est pas le moment de poser la question. Bien sûr, tu me casses la baraque, c'est pas le moment. Alors je poserai la question plus tard. Ça vient plus tard. Mais tu as raison, la génétique va apporter son grain de sel dans les phylogénies modernes. Bref. Il faut faire par contre extrêmement attention quand on parle de caractères homologues. La méthodologie de la phylogénétique, selon Willy Hennig, c'est de ne plus se contenter de chercher des caractères similaires et différents pour faire ces classifications. Ce qu'il cherche, ce sont des caractères avec deux états, primitifs et dérivés. On peut les appeler aussi caractère ancestral et un caractère modifié par une innovation évolutive. Par exemple, si je prends qu'est-ce que je peux prendre J'avais pas d'exemple en tête, donc je me suis engagé. Si, voilà. Par exemple, on peut, dans l'échantillon des tétrapodes, donc des animaux à quatre pattes, un bon caractère va être celui du membre dont l'état ancestral était une nageoire et l'état dérivé une patte. Il y a eu une innovation évolutive de la nageoire qui a donné une patte. Et donc cette patte, caractère homologue, qui a été transmis par un ancêtre commun, est un bon caractère pour permettre de regrouper les tétrapodes entre eux. C'est une des bases de la phylogénie. Grâce à cette idée, on est à la recherche de caractères issus d'innovations évolutives et qu'on va utiliser pour faire nos groupes. Pas des caractères ancestraux. C'est très très important de comprendre ça. On ne regroupe plus les groupes en fonction de caractères ancestraux, mais d'innovation évolutive. L'idée, c'est qu'un caractère issu d'une innovation évolutive a été transmis par un ancêtre à toute sa descendance, tandis qu'un caractère ancestral, généralement, il est transmis à tout le monde. D'accord ? Et modifié par la suite. Ouais. Donc, mieux vaut faire des innovations, des groupes par innovation évolutive. Bon, maintenant, il va falloir être franc. Tous les chercheurs qui se mettent à vouloir classifier les espèces ne s'attellent pas à l'ensemble du vivant. Non seulement c'est une tâche gargantuesque. Alors là, il y a une très 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 récente publication que j'ai vue ce matin qui estime le nombre d'espèces actuelles d'eucaryotes uniquement. Donc, un des domaines du vivant a plus de 8 millions d'espèces vivantes. Donc, non, un chercheur ne va pas se mettre à prendre les 8 millions d'espèces et se mettre à les classer une à une. En plus, pour trouver des caractères d'homologie sur ces 8 millions d'espèces, ça devient un véritable casse-tête insoluble si on veut considérer toutes les espèces. Ce qu'on fait donc, c'est toujours se concentrer sur un échantillon d'espèces. Toujours. On ne fait jamais le vivant, on fait d'abord un échantillon d'espèces. Et après, on donne sa petite contribution à la grande classification de tout le vivant. Donc bien sûr, on ne se limite pas à un seul caractère. Quand je vous parlais de tétrapodes, par exemple, qui pourrait être regroupé par l'innovation évolutive de la patte, c'est pas ce qu'ont fait les chercheurs pour pouvoir comprendre que ce groupe était un groupe avec un ancêtre et tous ses descendants. Ce qu'ils ont fait, c'est utiliser une batterie de caractères pour réaliser un arbre, et ensuite, sur cet arbre, remarquer comment les espèces se groupent entre elles, en fonction de ces caractères. On en cherche plein de caractères pour réaliser nos groupes. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de notre étude, les groupes doivent soient définis par un ensemble de caractères dérivés, par un ensemble d'innovations évolutives. Donc, à chaque fois que je vais vous parler d'un groupe, dans la classification du vivant, il faudra comprendre que ces groupes, ce sont des groupes caractérisés par un ensemble d'innovations évolutives. Et donc, qu'on suppute que ce soit
des groupes qui soient définis par un ancêtre et tous ses descendants. Donc la phylogénie revient donc à déterminer dans un échantillon d'espèces comment celles-ci peuvent être regroupées en différents groupes qu'on appelle monophylétiques. Un groupe monophylétique, c'est un groupe qui comprend un ancêtre et tous ses descendants. Et les groupes monophylétiques à l'heure actuelle sont reconstitués grâce à ces innovations évolutives. Malheureusement, il est très difficile d'expliquer comment construire une phylogénie sans se mettre à construire une soi-même. Donc, il ne faut pas le cacher, ce n'est pas un exercice des plus funky, d'ailleurs. Donc, heureusement, il y a un blog ami, le blog de Jean-Philippe Collin, qui contient plusieurs articles sur la question et où Jean-Philippe a notamment tenté de faire la première classification phylogénétique des êtres fantastiques, les elfes, les orques, les hobbits, les vampires et tout ça, pour faire un petit exercice de style dont la pédagogie et la didactique est incroyable. Donc je vous invite à consulter ces liens pour vous familiariser avec le travail d'un phylogénéticien. Mais malheureusement, ça prendrait des heures, donc autant skipper un tout petit peu comment on construit des arbres phylogénétiques et comprendre juste quelle était la philosophie sous-jacente, la méthode sous-jacente des phylogénies. Au fait, pour trouver les caractères homologues entre les espèces, il y a plein de perspectives possibles. Ça va être une réponse à ce que tu disais, Alain. Ouais. L'observation morphologique, comme le font les paléontologues, l'observation des gènes, comme le font les généticiens. Donc ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que la classification du vivant est toujours remise en cause par les nouvelles découvertes que l'on fait en biologie, que ce soit en paléontologie, avec la découverte de nouveaux fossiles aux caractères jamais rencontrés, ou encore en génétique, en biologie du développement, etc. Mais une chose reste constante depuis plusieurs décennies, la méthode et le fondement naturel des phylogénies. Et ça, c'est une acquisition inestimable dans l'histoire de la classification du vivant. Et donc la semaine prochaine, viendra le moment tant attendu, le moment où l'on va explorer ensemble la classification phylogénétique du vivant selon les données les plus récentes. Voilà. Ok. On saura quel groupe est une innovation évolutive de quel autre, c'est ça? Alors, quel groupe est monophylétique? Voilà. En fait, on va pouvoir comprendre comment les groupes sont parentés entre eux, les relations de parenté entre les groupes, sachant que ces groupes auront été formés par un ensemble de critères, de caractéristiques issus d'une innovation évolutive. Ok, tout un programme. Mais ouais. Alors Mathieu, est-ce que tu avais encore des questions à propos de Darwin, à propos du lamarckisme, à propos de la manière dont on fait la phylogénie? Écoute, tu m'as bien éclairci au niveau de la différence entre le lamarckisme et le darwinisme sur ce caractère acquis durant le vivant qui ne peut a priori pas se transmettre, enfin a priori qui ne peut pas se transmettre. Tu peux dire a priori, c'est bien de le dire a priori. Ouais. Faut toujours être prudent. Ça me surprend un peu, parce que j'aurais quand même pensé qu'un caractère acquis durant le vivant qui se répète au fil du temps pouvait, à travers la reproduction, se transmettre, mais bon, je te crois sur parole. Et faut pas me croire sur parole, faut chercher. C'est ça le truc. Et c'est ce qu'on fait énormément de généticiens, de biologistes et tout ça, pour arriver à la conclusion que c'était pas le cas. Mais il faut pas s'arrêter en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Non, faut le chercher. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé parfois, mais extrêmement rarement, des toutes petites entraves à cette règle où, en effet, un caractère acquis au cours du vivant était transmis à la descendance. Là, tu penses à l'épigénétique. Exactement. Alors justement, c'est tout un domaine. Il y avait ça que je voulais dire justement, mais bon, visiblement c'est un pourcentage quand même faible. Tu dis c'est un 0,x% de. Je ne vais pas m'avancer parce que j'ai des amis qui sont épigénéticiens. Alors justement, c'est beaucoup plus rare. Lié à l'épigénétique, c'était un peu la différence que je faisais moi entre arbre et buisson, parce que arbre, on a une vision très verticale de l'évolution. Alors que buisson, on a une vision aussi un peu horizontale qui peut être liée à l'épigénétique. Mais ça, c'est mon interprétation personnelle. Je voyais comme ça. Non, c'est très bien. C'est bien. C'est en effet l'idée. Alors, donc, en effet, j'avais pas compris buisson. Buisson, moi, je l'ai pris comme ce que disait Stephen Jay Gould sur ça. Et lui, buisson, arbre, c'était juste. Pour lui, buisson, c'était juste pour montrer qu'il y avait une diversité qui était cachée dans le vivant. Et qu'à chaque fois qu'on fait un arbre phylogénétique, en observant uniquement les espèces actuelles, on a une représentation extrêmement faible de la biodiversité qui a existé à certaines époques, et même à l'époque actuelle. Puisqu'on part toujours d'échantillons d'espèces, et en plus, on ne tient pas en compte les espèces qui ont disparu.
Donc c'était ça la différence entre arbre et buisson. Mais alors, ta conception de buisson, ce serait donc dire que parfois il y a des transmissions horizontales de caractères entre une espèce et une autre. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, j'ai entendu un petit peu. T'es toujours avec nous, Mathieu? Oui, vous m'entendez? Ouais. Et on t'a pas entendu ta réponse. Oui, exactement. Bien, je t'ai laissé quoi? Non, c'est exactement ça, qu'il y a des transmissions horizontales au sein des espèces. D'ailleurs, je crois que chez les cellules, on a déjà observé ce phénomène. Donc c'était un peu la différence que je voyais entre buisson et arbre. Arbre, c'est un peu trop réducteur, peut-être. Tout à fait. Eh ben, c'est vrai. En effet, de plus en plus, on trouve des cas de transfert de gènes, de transfert même parfois de génomes complets. C'est toujours le bazar. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, surtout pour les animaux ou les organismes les plus complexes, les cas de l'épigénétique sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Et la règle, on va dire, c'est celle de la variation acquise au moment de la reproduction, et non pas au cours de la vie. D'accord. Mais il y aura toujours des exceptions, mais ça ne remettra jamais en cause le fondement de la phylogénétique. Tout à fait. La seule chose, c'est qu'on va juste ajouter des niveaux de complexité en faisant des branches qui se regroupent entre elles, et en effet, l'arbre aura plus l'apparence d'un buisson à ce niveau-là. D'accord. Ok. Juste pour ma compréhension, pour être tout à fait clair, quand on parle d'épigénétique ou de transmission horizontale, c'est deux choses complètement différentes. Pas vraiment, si tu y réfléchis. Ouais, enfin, bon. Non, l'épigénétique, en effet, c'est une modification du génome qui est transmise à la descendance. Donc il y a une relation ancêtre-descendance. Ouais. Un transfert horizontal, au final, c'est quoi, à part l'acquisition d'une nouvelle partie de ton génome? Oui, mais la provenance de cette acquisition n'a plus rien à voir avec une relation verticale d'ancêtre à descendant, mais ce sera une relation plus horizontale d'espèce à espèce. C'est ça, non? Mais on peut. Oui, mais en fait, l'épigénétique, c'est pas de dire hérédité de caractère acquis. Enfin, oui, la définition de l'épigénétique, c'est hérédité de caractère acquis. Ouais. Or, si tu acquiers un bout de génome en plus, c'est une acquisition. Oui, ça, on est d'accord. Et donc, tu la transmets. Et c'est pas une transmission, c'est pas une variation qui a été acquise au moment de la reproduction. Tout à fait. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, la transmission horizontale, ça, c'est un autre truc. Non, si, c'est ce que je viens de te décrire. Ah bon? C'est pas des bactéries qui échangent des informations entre elles? Oui, c'est ça. Donc, tu acquiers au cours de ta vie un bout de génome que tu vas transmettre à ta descendance. Ça rentre dans la définition de l'épigénétique. Ok, ouais, d'accord. Donc, l'épigénétique, finalement, se définit comme l'acquisition d'un bout de génome durant notre vie. Ou la modification d'un bout de génome. Ou la modification, peu importe si ça vient d'un autre être vivant ou d'un caractère culturel ou autre. Voilà. Peu importe. L'idée, c'est tout simplement que tu as une modification de ton génome par un environnement extérieur et non pas intrinsèquement au niveau de ta cellule. Ouais, d'accord. De tes cellules reproductrices. Ok. Voilà. Bon, c'est clair. Comme d'habitude, l'épigénétique, si on modifie un tout petit peu, si on modifie un tout petit peu la définition, au final, ça reprendra exactement l'ensemble des processus dont les processus qui sont décrits par Darwin. Parce qu'on pourrait considérer que les variations qui apparaissent au moment de la reproduction, ce sont des caractères modifiés qui sont transmis à la descendance et donc à un événement extérieur. Bon, à ce niveau-là, on peut s'arracher la tête. L'idée, c'est juste que c'est flou, mais qu'il faut avoir conscience de ça. C'est pas parce qu'on va pas pouvoir mettre une définition extrêmement précise dans le dictionnaire. Il faut avoir conscience de ça pour pouvoir établir nos arbres à la suite et les relations de parenté entre les espèces. Yep. D'accord. Ok, c'est parfaitement clair. Pas d'autres questions à votre honneur. Non, moi je reste encore un peu dubitatif sur cette image de la marche du progrès que vous n'aimez pas. Moi, elle me dérange pas plus que ça, pour dire franchement. Puis je la trouve même drôle, et voilà. Je voulais juste dire ça. Alors c'est vrai qu'elle représente peut-être pas exactement la réalité, mais elle est pas toute fausse non plus d'un autre côté, quoi. Et
Voilà, moi elle me dérange pas plus que ça, quoi. Elle est pas toute fausse. Malheureusement. Comment? Ouais, non, malheureusement, elle devient de plus en plus fausse. On s'aperçoit de plus en plus, par exemple, qu'il était probable que l'idée qu'on se faisait du singe parce qu'il vivait dans une savane avec beaucoup moins d'arbres, a mis à marcher. Donc le primate a fait ça. Cette image devient de plus en plus remise en cause parce qu'il est probable que des espèces arboricoles marchaient déjà sur les branches des arbres, dans des environnements extrêmement arborés. Du coup, voilà, c'est de plus en plus remis en cause finalement. À la fin, ça va transmettre cette image, transmettre des idées qui un peu comme l'échelle des êtres, des idées qui sont finalement qui ont été réfutées et qui est un peu dommage qu'on voit dans la culture. L'idée, par exemple, de la marque, le fait qu'on doive systématiquement l'expliquer à l'heure actuelle, c'est parce que ça reste un petit peu dans la culture scientifique commune et que les gens rêvent. J'en suis la preuve. Voilà, exactement. Du coup, oui, moi aussi, il me fait marrer parfois le dessin de cette marche du progrès, mais si c'est au dépend d'une certaine pédagogie, peut-être qu'il faut aussi accepter que derrière, j'arrive avec mon gros bâton et que je dise « Ah pas bien !» Ce que tu fais très bien d'ailleurs. Merci. Je crie très bien. Ok, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Ouais. Bon, on peut évidemment pas finir une émission sans la traditionnelle, la très attendue, la magnifique quote de Mathieu. Alors, elle est... Ouais, alors elle est pas de moi, elle est justement de Pierre, parce qu'il y a déjà pas mal de temps, il y a quelques mois, je sais plus exactement quand tu nous envoyais, je sais même plus si c'était tous ensemble ou successivement, mais tu nous avais envoyé un certain nombre de quotes. Alors je les avais mis de côté, là je les ressors du tiroir, et donc c'est une quote de Camille Flammarion que tu nous as envoyée. Alors j'ai dit en anglais, puis je te la laisse la traduire. Alan. Ouais, alors, professeur Pon la traduira. Bon, je note alors. Alors, men have had the vanity to pretend that the whole creation was made for them, whilst in reality the whole creation does not suspect their existence. Donc les hommes ont eu la vanité de prétendre que la création... C'était quoi la création a été faite pour eux? Ouais. Alors qu'en réalité, la création elle-même ne se doutait pas un instant de leur existence. Voilà. Ah bah parfait. C'est ça? J'aurais pas pu faire mieux, Alan. Hein. C'est pour ça que je te laisse à chaque fois faire. C'est un peu le côté anthropocentrique dont on a parlé avant. Hein. Exactement. Donc, parfaite quote pour l'occasion. Exactement, ouais. Moi, je vais pas philosopher davantage dessus, pour une fois. On va méditer dessus pendant une petite semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le 3e et dernier volet de ce magnifique dossier sur l'arbre de la vie. Ok, très bien. Merci bien Pierre pour tout ce que tu nous as fait apprendre aujourd'hui, et j'espère en apprendre encore plus la semaine prochaine. Ok. Ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.